l'idée ce soir, c'est au-delà de ce rapport et des scénarios de prospective qui ont été produits par le Shift Project, c'est donc donner la parole à nos agriculteurs pour voir comment est-ce qu'ils se sentent par rapport à tous ces enjeux de transition et concrètement sur leurs exploitations. Donc voilà, et avant de lancer la soirée, on va peut-être vous faire un petit focus sur le Shift Project et les shifters qui sont souvent peut-être pas forcément connus de toutes et tous. Donc déjà le Shift Project, ça a donc été fondé par Jean-Marc Jancovici, qui a fondé le Shift Project, qui est un groupe de réflexion avec donc des chercheurs salariés qui travaillent sur la transformation de l'économie française. Donc ils travaillent sur tous les secteurs. Ils ont fait des rapports pour décarboner l'industrie, décarboner le secteur du transport, de l'énergie, de la culture, du sport, et là récemment du coup de l'agriculture, d'où cet événement aujourd'hui. Et donc voilà, donc en fait l'objectif de ces rapports, c'est d'apporter des éléments concrets aux décideurs politiques et aux décideurs économiques, donc avec une mission d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique et la transition climatique. Donc voilà pour donc l'objectif principal, vraiment le fil rouge du Shift Project, c'est l'enjeu climat-énergie, donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre et réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Donc après les shifters, c'est une association de bénévoles qui œuvre, donc on est 25 000 en France, avec du coup des groupes locaux un peu partout, et donc ce soir c'est le groupe local de Lyon qui organise cet événement. Et donc on œuvre en fait pour diffuser tous les travaux de Shift Project qui sont publiés, et puis pour sensibiliser massivement aux enjeux énergétiques et climatiques. Donc voilà, c'est vraiment une association très cool, on fait plein de choses, des conférences, des tables rondes, aussi un enjeu de représenter politiquement le sujet, donc avec des rencontres avec les élus. Voilà, donc je vous invite à venir voir toutes les personnes qui ont la casquette Shifter ce soir si vous êtes intéressés. Et puis voilà, donc comme je vous le disais, le Shift Project a publié récemment, donc fin 2024, un rapport sur l'agriculture. Donc voilà, pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère, toujours avec le même fil rouge autour des enjeux climat-carbone, climat-énergie, pardon. Voilà. Et donc, parmi ces travaux, il y a aussi eu des travaux annexes sur quels actifs pour la transition et quelles technologies également, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et donc, jusqu'ici, ce travail du Shift Project s'est concentré uniquement sur l'amont agricole. Et donc voilà, ce qui est à venir en 2025-2026, c'est travailler sur toute la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette, comme on aime bien dire à l'Isara. Et voilà, donc globalement, les enjeux qui découlent de ce rapport, c'est tout d'abord un enjeu climatique avec des conséquences des événements climatiques de plus en plus extrêmes, de plus en plus intenses, qui impactent nos agriculteurs. Un enjeu de dépendance énergétique forte, avec malheureusement une grosse dépendance près des Américains et puis des Russes, donc sur le gaz et le pétrole. Donc voilà, ce qui pose de grosses questions géopolitiques, des questions de souveraineté. Et puis finalement, un enjeu peut-être un peu plus direct, un enjeu humain, social, avec du coup des agriculteurs qui sont de moins en moins nombreux. Un chiffre quand même alarmant, c'est qu'on va perdre la moitié de nos agriculteurs à l'horizon 2030. Des exploitations aussi qui peinent à dégager un salaire. Et donc voilà, beaucoup de défis. Et donc, ça a été justement l'enjeu du Shift Project de travailler sur tous ces enjeux et de proposer des scénarios de prospective pour ce secteur. Mais donc voilà, face à ces enjeux, donc ils ont élaboré, donc, comme je vous le disais, des scénarios prospectifs et envisagé des voies possibles de transition. Mais on peut leur se demander qu'en pensent nos agriculteurs, quels sont les risques auxquels ils sont confrontés, comment ils perçoivent ces enjeux, quels freins les préoccupent,
enfin quels freins pardon, rencontre-t-il, et puis quels leviers pourraient faciliter et accélérer cette transition. Donc voilà, donc, c'est tout l'objet de cette courante consultation des agriculteurs qu'on va vous présenter ce soir, qui a été réalisée par le Shift et les Shifters, qui est en fait une enquête auprès de presque 8000 agriculteurs qui a été réalisée, et donc qui vous sera présentée ce soir à côté de nos agricultrices et agriculteurs, qui vont nous faire l'honneur du coup de nous partager la réalité qu'ils rencontrent. Donc voilà, avant de laisser la parole à Gaël, je vous propose de les applaudir chaleureusement. Donc bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de voir que vous êtes nombreux et présents ce soir. Donc ici nous sommes là pour présenter la grande consultation des agriculteurs, et pour cela nous avons Julien Saillet. Donc merci d'être présent ce soir. Pour te présenter en quelques mots, tu es donc éleveur de brebis laitières en bio dans le nord de la Haute-Savoie. Tu es également membre du cercle thématique de l'agriculture chez les Shifters, et tu es là ce soir pour nous présenter donc les résultats de la GCA. GCA, grande consultation des agriculteurs, mais c'est un peu long à dire, vous m'excuserez. Nous avons aussi également la chance d'avoir donc 4 agricultrices et agriculteurs parmi nous. Donc déjà un grand merci à vous d'être présents. Je vous propose pour commencer de vous présenter et de nous dire quelques mots sur votre exploitation. Merci. On m'entend là, c'est bon? Ouais. Bonsoir. Je m'appelle Géraldine Dubois et je pense que ce soir je suis la moins légitime en fait parce que je suis plus vraiment exploitante. Alors je vais essayer d'expliquer rapidement. Moi je suis vigneronne depuis un peu plus de 10 ans. J'ai créé il y a 4 ans à Lyon un domaine viticole qui s'appelle La Tétue, qui est un peu particulier parce qu'il était composé jusqu'à maintenant de vignes en appellation Coteaux du Lyonnais que j'exploitais et d'un lieu de production situé en plein centre-ville de Lyon. Et c'est là que je fabrique mes vins, donc je produis mes vins entièrement à Lyon, dans l'idée de proposer un circuit court du vin, de ne vendre les vins que localement, et en fait cette vente locale me permet également de réutiliser les bouteilles. Et quand je dis que je ne suis pas très légitime, c'est parce que depuis début 2025, j'ai pris la décision d'arrêter l'exploitation des vignes, pour différentes raisons, mais je pense qu'on en parlera après. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai conservé mon lieu de vinification avec en prévision de l'achat de raisins à partir du millésime qui arrive. Voilà. Bonsoir à tous. Franck Joannin, donc je suis éleveur laitier en Provence-Lait dans les monts du Lyonnais, plus précisément à Pomay, dans le Rhône. Donc voilà, nous avons 80 vaches laitières sur 80 hectares en zone de montagne. Donc zone de montagne, c'est le Piémont. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les monts du Lyonnais, mais c'est pas la grande montagne. Voilà, donc j'ai un associé, Michael Poncet, avec moi. Donc on est deux et on produit à l'année 700 000 litres de lait en Primolstein. On a un système assez classique mondial, c'est-à-dire on produit du maïs, on produit de l'herbe beaucoup, et on est autonome en fourrage pour nos bêtes, et voilà, c'est l'objectif. Voilà, pour faire simple, et puis on fait aussi 1 hectare de pommes de terre qu'on vend à des restaurateurs du coin ou des locaux en vente directe. Bonsoir, Marie-Ange Lehmann. Je suis apicultrice sur le secteur de l'Arbrel, à Savigny exactement. Donc c'est un métier que je fais depuis 10 ans en tant que professionnelle, puisqu'avant j'avais quelques ruches en tant qu'apicultrice amateur. Et suite à un licenciement économique, je me suis installée en apicultrice professionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une apicultrice professionnelle? C'est une personne qui vit de son travail avec ses abeilles, et je produis du miel, de la gelée royale, du pollen, enfin tous les produits que les abeilles peuvent me faire en fonction des années et du climat. Voilà. Bonsoir, Samuel Douville. Donc, moi, je suis céréalier à Saint-Priest. Associé, donc, on est 3 associés sur 420 hectares, donc associés à Laurent Bernot et Stéphane Payet.
Pour la petite histoire, la ferme, tout à l'heure on entendait à la précédente conférence Jocelyn qui parlait des grands-pères. Alors moi je me suis associé, je suis nouveau sur l'exploitation, mais Stéphane est la 6e génération d'agriculteurs à Saint-Priest. Pour ceux qui connaissent Saint-Priest, Stéphane il a déjà moissonné sur les parkings de Auchan, Ikea. Voilà, pour vous donner une petite idée, à la vitesse où la ville s'agrandit, parce que c'est pas si vieux que ça, il y a 25 ans. Donc on est juste en... Voilà, pourquoi je dis ça? Parce que la grosse particularité de la ferme, c'est qu'on est vraiment en périurbain. On a des parcelles dans la ville et un tout petit peu à l'extérieur, voilà, sur la route de l'aéroport, pour ceux qui connaissent, de part et d'autre de l'autoroute. L'exploitation, la moitié de l'exploitation est en agriculture biologique. Et le reste de l'exploitation en agriculture conventionnelle labellisée HVE3. Merci beaucoup. Donc ce soir, pour vous expliquer comment ça va se passer, on va alterner entre des temps de présentation de la grande consultation et des temps d'échange autour de la table ronde, pour finir par vos questions. Nous serons les animateurs de la soirée avec Ellie. Donc pour se présenter en quelques mots, nous sommes tous les deux étudiants en dernière année à l'ISARA. Et Ellie fait également partie des shifters de Lyon. Mais si nous sommes ici ce soir, ce n'est pas simplement en tant qu'animateur, mais c'est aussi parce qu'on est totalement concerné par ces enjeux-là. Être étudiant en agronomie, c'est donc pas simplement apprendre à cultiver la terre ou à produire des aliments, c'est avant tout se former pour répondre à des enjeux cruciaux qui touchent à notre environnement, à notre santé, à notre alimentation et à notre avenir commun. L'agriculture, c'est la base de l'alimentation, de nos paysages, de notre rapport au vivant, et c'est aussi un levier très important pour lutter contre le changement climatique. Il est important de rappeler aussi que le contexte actuel, que ce soit climatique ou politique, n'est pas le plus simple, et en tant qu'étudiant, on peut quand même se demander dans quelle direction nous devons aller. Et je pense qu'en tant que futurs professionnels et citoyens, nous avons la responsabilité de penser la transition, de soutenir des pratiques agricoles plus durables, et d'être acteur du changement pour demain et aujourd'hui. Bon, sur ces belles paroles, je vous propose de faire un petit jeu. Vous allez voir, c'est très très simple. C'est très simple, on va vous poser 4 questions. Si la réponse est oui, vous levez la main. Et si la réponse est non, vous ne savez pas, vous la laissez baisser. Non, 2 mains, ça compte pas. Voilà, c'est pour sonder un peu la salle et voir à qui on a affaire. Ici, qui a un lien avec l'agriculture, que ce soit par votre métier, vos études ou votre entourage? Ok. Pas mal. Qui parmi nous est agriculteur et agricultrice? Ok. Ça fait déjà plus que tout à l'heure. Merci d'être venu représenter la profession. Ok, on a quand même quelques étudiants, et puis ça concerne tout le monde, sincèrement, qui souhaitent devenir agriculteurs ou qui envisagent de s'installer en agriculture un jour. Ça baisse. Mais bravo! Et qui ce soir pense avoir un rôle à jouer en tant que citoyen consommateur dans l'évolution de l'agriculture? Toutes les mains n'étaient pas levées. Hein. Bon, merci beaucoup. Ça permet de voir quand même que c'est un sujet qui implique un peu tout le monde, sincèrement. Que ce soit du simple citoyen, consommateur, à l'agriculteur lui-même. Je vous propose sur ce de commencer et de passer à la présentation de la grande consultation des agriculteurs. Veuillez applaudir Julien, s'il vous plaît. Bon ben, bonsoir à tous. Merci pour l'organisation et merci à Gaël et Ellie pour cette entame de soirée. Donc vous l'avez compris, moi je suis agriculteur et ce soir je vais tenter d'assurer le portage de cette grande consultation et je tiens pour commencer à en saluer l'équipe du projet Restreinte. Donc pour assurer cette grande consultation, il y avait une équipe de 15 bénévoles, j'insiste bénévoles, qui se sont mis à disposition pour faire ce travail et dont les pilotes, toutes des femmes, Kate Blien,
Hélène Lepetit et Anne-Sophie Tricot, qui sont parmi elles des professionnels des enquêtes, donc qui connaissent bien l'exercice. Et je les salue pour deux raisons, parce que ce travail qui a été fait là, pour leur avoir demandé, ça a été un travail qui a pris un temps colossal, et pour l'élaboration des questionnaires, d'être le plus pertinent, exhaustif possible, pour le déployer et puis pour traiter les données et en ressortir un questionnaire de qualité. J'ajoute que ce qui est vraiment inédit selon moi dans cette enquête, moi ça fait 17 ans que je suis agriculteur, dès qu'il y a une enquête, j'essaie d'y répondre, il n'y en a pas eu beaucoup déjà. Et deuxièmement, cette enquête-là, elle avait beaucoup de questions ouvertes. Et du coup, il y avait, comment dirais-je, on avait vraiment une libre parole, quoi. Et du coup, il y a énormément de choses qui sont sorties et ça rend, à mon sens, les résultats de l'enquête très très riches. Mais également, pour avoir suivi de près au début le démarrage de cette grande consultation, et là aussi j'insiste, la profession, elle est sous contrainte et plutôt sur la défensive. Et de la manière dont on nous aborde, la porte peut vite se fermer. Mais elles ont vraiment su être à l'écoute, et c'est vraiment l'inverse qui est arrivé. Et du coup, là encore, ça permet des résultats de qualité. Alors, dans un premier temps, on va regarder les objectifs et la méthodologie d'étude. Donc, comme vous l'avez compris, hein, Elie l'a rappelé tout à l'heure, la grande consultation, elle s'est inscrite dans des travaux plus globaux, on va dire du Shift Project, comme le rapport agriculture tout à l'heure qui a été présenté. Et donc, le premier objectif était de donner la voix aux agriculteurs, hein, comme je l'ai dit juste avant, pour bien comprendre leurs préoccupations, les freins et les attentes. C'était également renforcer la pertinence et la solidité du rapport du Shift du Project avec des retours de terrain. Et puis également, c'était massifier le portage de ces travaux auprès des agriculteurs et du monde agricole, de manière à établir un dialogue constructif sur les transformations à venir. En ce qui concerne la méthodologie, donc elle s'est découpée en deux phases. Une qui s'est appelée la qualitative, qui s'est déclinée sous forme d'interviews, donc avec des intervieweurs au nombre de 14 qui ont été formés pour l'événement, qui s'est déployée sur un échantillon 70 agriculteurs, toutes productions confondues et à l'échelle du territoire national, avec un mode de recueil soit en présentiel, soit téléphone, visio, de visio ou à la ferme, et sur des temps longs. Et ça c'est important parce que ces temps longs, hein, ça pouvait aller jusqu'à 2h30 de temps, ça permettait en fait de bien couvrir l'ensemble de tout ce qui était recherché dans cette grande consultation, et ça a permis d'identifier et de comprendre les préoccupations, ces fameux freins et les attentes, pour permettre de construire un questionnaire le plus pertinent possible pour la seconde phase, appelée l'étude quantitative. Donc la première phase, hein, de mars à mai 2024, elle a démarré, puis la deuxième phase, de juin à octobre 2024. Et là, il y a eu 7711 réponses des agriculteurs, et lorsque j'ai personnellement posé la question, mais du coup, selon vous, hein, je vous rappelle, c'est des professionnels de l'enquête, est-ce que c'est représentatif? La réponse a été au-delà des espérances. Donc ça veut dire que les résultats qui sont là sont vraiment solides. Donc le mode de recueil était un questionnaire en ligne, hein, sous format numérique, avec, on va dire, une adresse dédiée à ça. Dans les enquêtes, et un des points méthodologiques de l'enquête consiste à faire un redressement. Ce redressement, c'est pour essayer de représenter au plus juste l'ensemble de la profession quand il y a des petits décalages entre l'échantillon et la réalité des moyennes sortant des données agricoles. Et donc ces redressements, ils ont été choisis selon 3 critères: la région, la surface agricole utile et ce qu'on appelle les SICO, qui sont les signes d'identification de qualité et d'origine. Et puis, pour compléter, donc ça a été une co-construction avec un travail collaboratif avec un collège d'agriculteurs pour
pour construire le questionnaire et affiner. Et puis après, c'était pour permettre de déployer l'enquête, une centaine d'organisations qui ont été sollicitées pour diffuser l'enquête et également à travers les médias et les réseaux sociaux. Si vous voulez un petit peu plus de précision concernant la méthodologie, il y a une note spécifique qui est en libre accès sur le Shift Project, comme d'ailleurs l'ensemble des résultats ici. Alors, dans un premier temps, un contexte a priori peu propice à la transition. Donc là, c'est le contexte agricole, ce que nous ont remonté les agriculteurs de leur réalité. Et comme vous l'avez compris dans notamment l'actualité de la dernière année, et compris indirectement, c'est pas joli, quoi. C'est pas foufou, quoi, on va dire. Alors c'est un métier difficile, avec des revenus insuffisants par rapport au temps investi, peu de temps libre, un manque de reconnaissance, on verra un peu plus tard hein, sur la considération et la reconnaissance des agriculteurs, leur perception qu'ils ont, qui est plutôt négative, et puis également un risque sur la santé. Alors, quelques témoignages d'agriculteurs. On a un des métiers les plus complexes et les moins rémunérateurs. Un autre nous dit « Aucune considération du temps de travail, la seule profession qui a le droit de vendre à perdre. » En plus d'être un métier difficile, il se complexifie avec des rendements incertains qui sont même plutôt en baisse, hein, et donc par rapport notamment à l'évolution climatique, on le verra un petit peu plus loin. Des revenus sous pression des marchés mondiaux qui font écho à la volatilité des prix et au libre-échange qu'on a largement entendu dans l'actualité. Par exemple, un agriculteur nous dit « Les cours sont devenus très volatiles sur une même journée, ce que les paysans à la retraite n'ont pas connu par le passé. On a des problématiques que n'avaient pas pour les choix stratégiques et économiques qui sont bien plus risqués qu'autrefois. » La profession observe aussi une pénurie de main-d'œuvre et une augmentation de la complexité administrative. Donc complexifié et dont le futur est incertain. Un manque de cap clair, on prendra un temps par rapport à ça. Le cap clair, hein, on a fait écho tout à l'heure, un monsieur dans la salle a fait écho à un cap clair. Ça, on va prendre un temps parce que ça ressort clairement. Une augmentation des prix du foncier, qui peut être liée par exemple à l'urbanisme, et donc à l'accès à l'outil sol, hein, l'outil productif agricole, et une incertitude sur la viabilité à long terme des fermes et la capacité à transmettre. En écho aux problèmes de transmission dans l'élevage, un agriculteur nous dit, et ça je trouve que c'est bien dit, il y a deux problèmes au renouvellement des générations en élevage, le samedi et le dimanche. Alors, l'équipe de la consultation a souhaité mettre, on va dire, en dualité deux thématiques. La première, c'est la prospérité économique et sans surprise, quand on pose la question aux agriculteurs comment ils considèrent leur prospérité, eh ben, c'est moins de la moitié qui considèrent que leur ferme a une prospérité économique satisfaisante. Mais lorsque l'on observe la satisfaction du métier, alors là, la statistique est beaucoup plus élevée, avec 67% des agriculteurs qui sont satisfaits de leur métier, dont 34% très satisfaits. Et ça, en fait, ça traduit, alors on entend souvent, c'est un métier passion, en fait, c'est ça que ça traduit, c'est-à-dire que au-delà des difficultés économiques, et elles sont lourdes, eh ben, on continue ce métier parce que pour nous, il a du sens et on a un attachement fort. Par exemple, un agriculteur nous témoigne, économiquement c'est catastrophique, mais humainement, socialement et techniquement, le métier est extrêmement stimulant. Un autre, je suis bien plus épanoui dans ce nouveau travail, malgré un revenu moins stable et un métier plus risqué. Alors à présent, on rentre vraiment, alors vous allez voir c'est dense, je vais essayer de pointer avec mon petit laser pour essayer de vous guider un peu. Et on va brosser à présent l'ensemble des consensus sur des sujets clés de la transition. Vous allez souvent voir quand on dit consensus, non seulement c'est consensus, mais et ça se traduit avec des larges majorités. Alors, un consensus en ce qui concerne les risques environnementaux. Quand on pose la question aux agriculteurs, pensez-vous que les sujets suivants représentent un risque pour la viabilité de vos fermes et toute cette complexe transition?
Alors maintenant, dans les consensus, on continue avec un petit focus sur les cultures. On reprend la question qu'on avait sur l'énergie renouvelable, en supposant que les pratiques ci-dessous soient financièrement rentables et que vous soyez techniquement accompagné. Quelles pratiques souhaiteriez-vous mettre en œuvre? Donc des bonnes conditions. Et là, on a encore des consensus très très forts avec des pourcentages très élevés. En premier, on a 91% avec un gros potentiel également à explorer, 63%, c'est-à-dire, pardon, l'inverse, avec quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que des agriculteurs ont déjà mis en route tout ça avec 63%. Le vert foncé, c'est oui, et j'ai déjà mis en œuvre, sur le recours aux engrais organiques. 88% sont dans... Alors ça fait un peu écho, les deux, souhaitent mettre en place la diminution des produits phytosanitaires. 87% pensent qu'il faut travailler sur la culture de variétés plus résistantes. Et 83% concernant la diminution des engrais de synthèse. On continue sur la culture des légumineuses, l'aménagement du terrain, l'allongement des rotations de culture, l'agriculture de conservation des sols, qui est un modèle émergent, on fera un petit zoom dessus tout à l'heure, parmi d'autres, ainsi que le recours au désherbage mécanique. Alors ce qu'on peut lire là, c'est qu'il y a un... Donc si les conditions étaient favorables, les agriculteurs sont largement prêts à faire évoluer leurs pratiques, entre autres en diminuant les produits phytosanitaires et les engrais de synthèse, et retravailler avec notamment le vivant au sens large à travers les engrais organiques ou encore le recours aux légumineuses. Et j'ajoute quelque chose de très important dans le oui déjà mis en œuvre, c'est que dans plusieurs des cas, soit on est à la moitié, soit on dépasse la moitié des agriculteurs qui l'ont mis en œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le terrain, la transition est en marche. Voilà. Avec les marges de manœuvre qu'ils ont, les agriculteurs. Voilà. Alors, un petit témoignage, faire plus de légumineuses, problème rémunération insuffisante, voire nulle, kit des débouchés, structuration des filières, itinéraire complexe en bio, lutte contre l'enherbement et les ravageurs. Donc, ça se met déjà en œuvre, mais il faut des conditions favorables pour que ça puisse avancer. Maintenant, on fait un petit focus sur l'élevage. Et là, ce qui ressort très clairement, c'est un souhait des agriculteurs, pour 92% et 49% qui l'ont déjà mis en œuvre, d'une recherche de l'autonomie alimentaire des élevages. Donc être beaucoup plus résilient, moins vulnérable aux intrants extérieurs, et donc de faire un travail sur ce point-là. Mais également une majorité qui est intéressée par l'intégration de l'élevage aux cultures. Et là, je vous propose de commenter les deux suivantes en écho avec la dernière. Donc, les agriculteurs sont prêts à 63% à travailler sur l'alimentation limitant les rejets azotés, donc qui sont directement liés aux émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage à travers notamment l'urée. Et également de travailler sur l'alimentation moins méthanogène des ruminants. Vous vous souvenez tout à l'heure, Corentin faisait écho concernant la place des émissions de méthane dans l'agriculture, qui est importante, et liée notamment à la fermentation entérique des bovins. Donc les agriculteurs sont prêts à travailler sur leur alimentation pour diminuer ces émissions-là. En revanche, les agriculteurs, pour 55%, ne sont pas prêts à diminuer la taille de l'élevage. Je vous propose l'analyse d'un agriculteur. Il faut redéployer l'élevage à l'échelle du territoire, aller contre la spécialisation des régions qui est un gros problème. La Bretagne accumule de la fertilité au point de polluer ses nappes et l'océan, répartir la matière organique pour déclencher la fertilité là où il y en a besoin en France, relocaliser les troupeaux et faire en sorte qu'ils soient mobiles à l'échelle du territoire. Donc, selon lui, donc redéployer l'élevage et tendre vers des modèles en polyculture élevage. C'est ce qui ressort de ce focus-là.
Alors là, c'était une question totalement ouverte et sur les initiatives clés, hein, donc les actions prioritaires qu'envisageraient les agriculteurs, là encore, hein, dans des bonnes conditions et dans l'idéal. Alors, 6 thématiques en ressortent, dont 3 majoritaires: le sol, l'eau et l'énergie. Alors, le sol à travers l'amélioration de la structure des sols ou le non-travail du sol, des travails sur l'allongement des cultures. Il considère aussi qu'il faut stocker du carbone, et puis, comme on l'a vu précédemment, la réduction de la chimie au sens large. Une autre thématique et initiative clé, et une action prioritaire sur laquelle il souhaiterait travailler, c'est tout ce qui tourne autour de l'eau, avec une recherche de l'autonomie et une sécurisation de l'approvisionnement, à travers par exemple des stockages de l'eau ou de la récupération des eaux de pluie, réaménager les sols si besoin et lutter contre l'érosion, ça fait plutôt écho hein, à stocker l'eau dans les sols, et puis travailler sur les capacités d'irrigation. Un troisième volet, l'énergie, à travers la production d'énergie en autoconsommation, hein, pour rechercher un peu d'autonomie, via les installations solaires par exemple, on a vu que c'était un souhait fort, un consensus fort des agriculteurs, mais aussi à travers le biogaz, le biocarburant et la méthanisation, l'électrification des équipements de la ferme, et puis travailler sur la sobriété de la réduction, à travers la réduction de la consommation d'énergie fossile. Et il soulève également la biodiversité, alors avec plutôt une entrée sur la place de l'arbre au sens large dans la production agricole, avec l'agroforesterie, la préservation des haies, voire en replanter. Pour l'élevage, l'autonomie alimentaire, une action prioritaire selon les agriculteurs qui font de l'élevage et plutôt ceux qui font de la culture, donc tout un tas de solutions comme la diversification des cultures et aussi des cultures plus adaptées au changement climatique qui font écho aux semences plus résistantes. Donc ça, c'était une question ou une synthèse de questions ouvertes sur des actions prioritaires que mettraient en place les agriculteurs dans de bonnes conditions. Alors là, un petit focus sur ces fameux SICO, hein, signes d'identification de qualité et d'origine. Et l'équipe GCA a souhaité faire ça parce que c'est intéressant ce qu'il en ressort. Donc vous avez 5 bâtons à chaque fois avec des couleurs différentes en fonction des engagements et des démarches de qualité. Et donc ce qu'on peut observer, c'est que toutes sont choisies prioritairement pour des convictions personnelles, mais de manière beaucoup plus forte en ce qui concerne l'agriculture de conservation des sols et l'agriculture biologique. En ce qui concerne les hautes valeurs, les certifications HVE, hein, hautes valeurs environnementales, et les AOP, AOC, ce qui emmène plutôt la dynamique d'aller vers ces démarches, c'est la dynamique collective des filières, de la filière, et également l'incitation économique. Alors que lorsqu'on observe l'ACS et l'agriculture biologique, on observe plutôt qu'il y a une appétence forte sur la pertinence agronomique. Et à présent, on passe à la première table ronde. Merci Julien. La grande consultation des agriculteurs nous montre donc que 86% des agriculteurs sont inquiets pour la viabilité de leur ferme, avec des préoccupations sur le changement climatique, la gestion des ressources, que ce soit eau, énergie ou encore des maladies. Pouvez-vous nous présenter les enjeux et les préoccupations majeures auxquelles vous faites face au sein de votre exploitation? À part si quelqu'un veut se porter volontaire. Je vais commencer. Alors, tout à l'heure, j'ai été un peu provocatrice parce que je vous ai présenté mon métier très rapidement. Et je vous ai dit, mon métier, c'est de vivre de la production de mes abeilles. Mais ma préoccupation, moi, aujourd'hui, c'est quel va être mon métier demain, dans 10, dans 15, dans 20 ans? Parce qu'on voit qu'effectivement, les productions varient de plus en plus. Ça devient de plus en plus compliqué. Est-ce qu'on aura, sur peut-être une période de transition, suffisamment de nourriture pour les abeilles et suffisamment pour nous produire des produits qu'on pourra vendre en tant qu'apiculteur, ou est-ce que finalement mon métier ce sera seulement d'être une éleveuse d'abeilles comme on l'est aujourd'hui,
mais je vivrai plus de leurs produits de production, mais je vivrai peut-être de mettre des abeilles dans la nature pour augmenter la biodiversité. Voilà, c'est mon interrogation, moi aujourd'hui elle est là, pourtant j'adore mon métier et puis j'y crois, mais c'est vrai qu'il y a quand même des questions qui se posent parce qu'on voit, là on parlait des productions qu'on perdait, maintenant c'est tous les 3 ans, mais en apiculture maintenant c'est presque tous les ans, quoi. Il y a des milliers qu'on faisait régulièrement, qu'on fait quasiment plus. L'agriculture change, les semences changent. Quand j'entends des apiculteurs qui ont de l'ancienneté, parce que moi je suis toute jeune dans ce métier, ils faisaient beaucoup de miel de tournesol par exemple. Aujourd'hui, du miel de tournesol, on n'en fait pas des grosses quantités, les semences ont été sélectionnées, et c'est des semences qui ont été sélectionnées pour l'huile, mais pas pour faire forcément du nectar par exemple. Alors là je parle d'une culture, d'une production, mais on le voit aussi sur les haies, on les voit sur nos paysages qui ont changé. Et c'est vrai que quand je vois toutes les remontées qui ont été faites, ça me fait plaisir parce qu'il y a quand même des choses très très positives qui en ressortent. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations. Et voilà, quoi, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Voilà. Ensuite, alors. Mes préoccupations, moi c'est un peu particulier parce que j'ai décidé d'arrêter l'exploitation des vignes, mais on va dire qu'il y a 3 mois, mes préoccupations c'était d'arriver à en vivre, tout simplement. Moi si j'ai arrêté les vignes, c'est parce que j'ai souvent des périodes de double activité, parce que j'ai quand même un loyer à payer, des enfants à nourrir, enfin voilà, comme tout le monde. Et les périodes de double activité avec une activité d'exploitante agricole, c'est usant, fatigant. Et on a beau avoir la passion, on a tous la passion, hein, parce que sinon on ne le ferait pas. Parfois la passion elle a bon dos parce que c'est pas elle qui paye le loyer. Donc bien sûr qu'on adore ça, mais la passion elle est aussi à double tranchant parce que comme on est passionné et qu'on aime vraiment faire ça, ben, quand on fait quelque chose différent, on aime moins et c'est plus difficile. Voilà, donc les préoccupations c'est ça, d'arriver à en vivre. Et puis la viticulture qui est quand même, je vais parler de ce que je connais, hein, mais un des premiers consommateurs de produits phytosanitaires et qui n'est pas une agriculture nourricière, parce qu'on nourrit quand même personne. Alors le vin c'est merveilleux, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais on nourrit quand même personne. Je trouve se remet peu en question par rapport aux autres filières. Voilà, grosse consommation de produits phyto, un mode de commercialisation complètement mondialisé, donc finalement on subit le dérèglement climatique, mais quelque part dans notre commercialisation on l'entretient aussi. Voilà, c'est ça, mes préoccupations. Merci. Alors, moi, je te rejoins par rapport au revenu, la préoccupation du départ quand même, bon, même s'il y a beaucoup de passion dans ce qu'on fait, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il faut en vivre. Alors, moi, je sais que si je n'en vivrai pas, je remettrai en cause mon métier. Parce que voilà, pour moi c'est logique et je ferai tout pour pouvoir en vivre. Et puis parce qu'il y a énormément de préoccupations dans la vie de tous les jours, mais dans ce métier. Mais je dirais, si en choisir une aujourd'hui, ça serait plutôt l'aléa climatique au niveau de la sécheresse. Nous, on est vraiment, donc on est dans l'ouest lyonnais et on a un climat qui de plus en plus aride, on va dire, ou alors des trompes d'eau à des moments où on ne les veut pas forcément. Donc il faut trouver des solutions pour pouvoir stocker cette eau-là, soit par des bassins de rétention, soit autre chose, mais c'est une préoccupation parce qu'on cultive encore du maïs qui est demandeur d'eau. Alors soit on change notre mode de culture, qui pour l'instant marche, on s'en sort, on vit de notre métier. Donc, soit trouver des solutions par rapport à ça. L'eau est préoccupante. Et puis, j'allais dire peut-être socialement aussi une préoccupation dans le sens où je trouve qu'il y a de plus en plus d'écart entre le monde agricole et, on va dire, j'aime pas ça appeler ça le monde urbain, mais je trouve qu'on a un décalage. Mais l'expliquer, c'est pas péjoratif ce que je veux dire,
mais l'expliquer est compliqué. Mais je trouve qu'on a deux mondes différents. Donc, voilà. Merci. Alors nous, sur notre exploitation, c'est assez intéressant là d'avoir le climat comme principale crainte, et puis finalement, là, de ce qu'on parle, c'est pas forcément ça qu'on met en premier, c'est plutôt notre revenu. Et moi, je suis bien d'accord avec ça. En fait, le changement climatique, il a un impact direct sur nos cultures, c'est clair. Mais je pense qu'on sait s'adapter, on l'a toujours fait, et même nos grands-parents, nos parents, on a une puissance quand même, on le dit souvent, mais c'est une réalité, quoi. On s'adapte, on change les dates de semis, on change les variétés, on change notre façon de faire, etc. Et finalement, je trouve qu'on s'adapte quand même très très vite, et aussi grâce aux instituts et tous les gens qui sont autour de nous, les champs d'agriculture, Arvalis, même Isara. Et finalement, alors moi sur mon exploitation, on a une partie qui est irrigable. Donc effectivement, ça permet quand même de bien supporter les aléas climatiques et particulièrement la sécheresse. Après, la vraie inquiétude pour moi, c'est plutôt la volatilité des prix de nos productions et les débouchés, en fait. Pour moi, l'inquiétude, elle est vraiment là. Et moi, ce que j'ai remarqué sur l'exploitation, pour quelque chose de concret, hein, là, la semaine dernière, il a fallu que Donald Trump annonce des droits de douane pour que le prix du colza s'effondre de 50 € la tonne en une semaine. Ça fait 10% du prix de la tonne, donc c'est monstrueux, c'est quelque chose qu'on ne voyait jamais avant, et c'est sur une parole, enfin, une parole, pas qu'une parole, mais bon, il suffit que. Et en fait, mon inquiétude, et la difficulté, c'est de se déconnecter de cette mondialisation au niveau des prix. Et c'est pas faute d'essayer. Donc concrètement sur l'exploitation, donc sur la partie agriculture biologique, pour vous donner un exemple précis, on fait de l'orge de printemps qui sert à la brasserie. Cette orge-là, nous on a une capacité de stockage et une capacité de triage. L'orge de brasserie, il faut calibrer, il y a plusieurs critères qui fait qu'elle soit acceptée pour faire du malt et ensuite pour faire de la bière. Et donc nous on passe en direct avec un transformateur qui est dans la Drôme, là, qui n'est pas très loin, qui s'appelle Avomalt. Et donc on a supprimé un intermédiaire, on fait de la qualité, on fait un produit local, on vend un transformateur local. Et malgré tout, le prix de l'orge, il est basé sur la fluctuation du cours mondial. Pour finir cet exemple, parce que je trouve qu'il est parlant, ce malteur va voir Ninkasi, tout le monde connaît Ninkasi, c'est pour ça que j'en parle. Va voir Ninkasi, dit voilà, j'ai un producteur d'orge dans la métropole qui fait de l'orge de brasserie bio, ça pourrait alimenter votre bière bio, vous pourriez faire une bière bio locale. Je ne sais pas s'il y a des gens de Ninkasi dans la salle. Et donc après plusieurs réunions, la personne du Ninkasi dit ah ouais c'est super, bah ouais c'est super, qualité, machin, bio, ouais, super, dans la métropole, ah ouais super et tout. Et le prix, ah bah non mais le prix, il faut que ce soit le même prix que celui que j'achète en Belgique. Voilà, c'est à peu près résumé la difficulté qu'on a aujourd'hui, même si on essaye de mettre en place la déconnexion avec ces prix. Bon, tout ça pour dire que voilà, nous sur l'enjeu en termes de céréales, c'est plutôt les débouchés, la volatilité des prix qui nous inquiète fortement. Merci. Je vois que le frein économique il revient pas mal et on aura l'occasion d'en parler après. Vous nous avez, Samuel, un petit peu abordé comment vous faites évoluer votre pratique face à l'enjeu principal auquel vous faites face. Peut-être que vous pouvez tous revenir dessus et nous dire comment vous faites, vous, à l'échelle de votre exploitation, pour faire évoluer ces pratiques et essayer de répondre à ces préoccupations. Ma pratique a évolué dans mon changement de façon de faire, en fait, quand j'ai décidé d'arrêter les vignes et de faire plutôt de l'achat de raisins. Non pas parce que ça va être plus rentable économiquement, mais ça me permet en fait d'être double active sereinement. Voilà, donc c'est pas vraiment une réponse au frein. Mais je voulais quand même rebondir sur ce que tu disais par rapport au prix des céréales et au Ninkasi, etc. Parce que moi, mes clients principaux sont les restaurateurs lyonnais.
et les cavistes lyonnais, sachant que je fais du vin dans Lyon, que je fais du vin qualitatif, bio, naturel, que je réemploie les bouteilles, que je suis en zéro déchet, enfin que j'essaie de cumuler un peu. Et quand je vais vendre mon vin auprès de ces professionnels, la seule réponse qu'ils me font, c'est « Ah, c'est du Coteau du Lyonnais ». Voilà. Donc, moi, j'ai un vin qui est bon, après, ça plaît ou ça plaît pas, hein, mais qui est qualitatif, en tout cas, qui est bio, qui est naturel, qui est en bouteille réemployée, qui est local, qui est zéro déchet, qui est en circuit court. Je coche toutes les cases, et la seule réponse qu'on me fait, on me dit « Oui, c'est bon, mais bon, c'est du Coteau du Lyonnais ». Et ça, ça, c'est un frein. Et moi, parfois, ça me dépasse, quoi. C'est-à-dire que les bras m'en tombent, et je suis là, mais c'est tout ce que vous avez retenu, de tout ce que j'ai mis en place et tout ce que j'ai fait. Bon, merci, au revoir. Voilà. Merci. Franck, peut-être, votre avis? Alors moi j'ai oublié de dire un truc dans la présentation, c'est que je fais partie d'un groupe d'éleveurs qui a créé une unité de méthanisation qui s'appelle Métamoly. Donc on est 13 éleveurs qui ont investi personnellement dans cette unité. Nos fermes sont indépendantes, on utilise le fumier et le lisier de nos fermes pour créer du gaz, avec des déchets agroalimentaires qui sont collectés à 50 km autour de l'usine. L'usine a été créée dans une zone d'activité, donc hors cadre agricole, mais pour des agriculteurs. C'est bien 13 agriculteurs qui ont fondé le projet. Vous allez voir sur internet, on est répertorié, vous voyez, il y a des petites vidéos sur nous et qui sont très bien expliquées. Et donc voilà, donc cette réflexion elle a eu lieu dans la crise du lait en 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le prix du lait était vraiment très bas et il y a eu une réflexion qui s'est faite entre voisins en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et de 2012 jusqu'à 2019, il y a eu une réflexion, donc ça a été très 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 long pour la mise en place de cette unité de méthanisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça nous a permis, en fait, sur nos exploitations, chacun, une mise aux normes simplifiée et une mise en place de l'épandage collectif, d'un épandage collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient prendre mon lisier, il est traité en usine, et le digestat qui en ressort, il est épandu sur mes parcelles. Donc on a tout à gagner, on gagne du temps, on gagne de l'argent, et tout le monde s'y retrouve. Voilà. Donc on a trouvé ce biais-là pour améliorer notre revenu ou notre temps, mais bon, le temps c'est un peu de l'argent, enfin, je sais pas comment il faut dire, mais, ou du bien-être, mais voilà. Donc on a eu ce levier-là. Ensuite, en termes de purement technique au niveau élevage, on cherche à l'autonomie fourragère à 100%. On ne dépend aujourd'hui que du tourteau de colza beaucoup, ou du tourteau de soja un petit peu, dans notre ration. Donc voilà, être autonome est très important pour nous, pour avoir un coût de ration qui soit le moins élevé possible, et une marge plus intéressante. Voilà. Merci. Alors moi, déjà au niveau économique, quand j'ai commencé, je vendais que du miel et de la gelée royale, et je me suis aperçue que finalement, il y avait trop de variations sur ma production, et donc du coup, j'ai décidé déjà de développer ma transformation. Déjà au niveau économique, j'essaye de valoriser tout ce que font mes abeilles, j'essaye de valoriser mon miel en faisant de la transformation. Et puis après, sur le changement climatique, j'ai essayé de travailler sur ma résilience. D'essayer d'accepter un peu plus les choses. Et puis, j'ai commencé, au lieu de critiquer des fois d'autres agriculteurs qui mettent du phytosanitaire, je suis passée en traitement bio. Parce que j'ai dit, je ne peux pas demander à d'autres agriculteurs de faire des efforts et de ne pas en faire moi. Donc, du coup, sur mon exploitation aujourd'hui, tous mes traitements sont biologiques. Et puis j'essaie à ma petite échelle de planter des haies, d'expliquer mon métier aussi,
Parce que je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas mon métier en fait. Comme moi, je ne connais pas forcément le métier de mes collègues. Parce qu'on est autant d'agriculteurs. En fait, on met agriculteurs toutes les branches, mais on a vraiment des métiers très très différents. Et en fait, on ne connaît pas nos métiers en fait. Et je vois le grand public ne connaît pas nos métiers réellement. Bon, les gens me disent, oh bah vous posez des ruches. Qu'est-ce que vous faites l'hiver? Et en fait, c'est super intéressant en fait, parce qu'au départ, je disais, et maintenant c'est vrai qu'en discutant avec les personnes, je me rends compte qu'en fait, oui, tous on ne connaît pas les métiers de nos voisins, et en fait, c'est important d'expliquer ce qu'on fait en fait. Et donc du coup, je fais un peu plus d'accueil, j'ai fait commencer les portes ouvertes l'année passée, pour expliquer mon métier, puis du coup c'est super, parce que du coup ça fait du bien de pouvoir en parler. Je trouve ça assez intéressant. Voilà. Et puis, le côté positif, je me dis, j'espère que par la suite, on va pouvoir travailler tous ensemble, tous les agriculteurs. Moi, c'est ce qui me manque. Parce que finalement, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'agriculture, chacun connaît bien son métier. On essaye de régler individuellement, par filière, nos problèmes. Mais en fait, on est tous liés. Et en fait, on a tous besoin des uns et des autres. Et on ne peut pas dire, moi c'est ma vision des choses, on ne peut pas dire aujourd'hui, oh alors on va privilégier telle chose parce que ça va être super intéressant pendant 10 ans. Ouais, mais derrière, qu'est-ce qui en découle? Et aujourd'hui, est-ce que finalement on ne pourrait pas équilibrer un peu tout ça pour que finalement tout le monde s'en porte mieux, quoi, finalement, et pas qu'une des filières individuellement, parce que je pense qu'on a tous à tirer des uns et des autres, et c'est en faisant tous, en allant tous dans le même sens finalement, pour moi, qu'on va y arriver, et pas en étant individualiste et en se cloisonnant en fait. Je pense qu'on est plus fort ensemble que chacun dans son petit coin, en ne connaissant pas les problématiques des uns et des autres, très souvent en plus. Parce qu'on échange peu, enfin rarement. Moi, c'est vrai qu'il y a des métiers que je ne connais pas du tout. Des fois, j'ai des a priori en fait sur des métiers. Et en fait, c'est en discutant avec mes collègues que je m'aperçois de leurs problèmes, ce qu'ils font eux comme effort. Mais sinon, effectivement, si on ne se met pas en échange, on ne se rend pas compte en fait. Et c'est en discutant ensemble qu'on arrive à voir que finalement, on est tous dans le même bateau. Et que finalement, peut-être qu'en équilibrant des petites choses, moi qui ferai un peu plus d'efforts à un moment donné, ça pourra peut-être aider un collègue, peut-être aller faire de la pollinisation à un moment donné sur un besoin qu'ils auraient, et eux en échange, d'un autre côté, ils vont faire quelque chose qui va m'aider, peut-être en choisissant une semence qui sera peut-être plus mellifère par rapport à une autre semence qui le sera moins, voilà. Et j'ai beaucoup d'espoir, et je me dis que ça peut être la solution de travailler ensemble, voilà, et trouver des solutions ensemble. Voilà. Merci. Oui, trouver des solutions ensemble, c'est clair. Alors désolé, nous on ne fait pas de tournesol. En périurbain, c'est pas possible parce qu'on nourrit les pigeons, donc c'est pas nous qui récoltons. C'est ma transition, effectivement. Alors dans les éléments concrets, par exemple sur l'exploitation par rapport au changement climatique, il y a, alors sur l'aspect de l'agronomie, et qui va de pair avec les débouchés, c'est qu'il y a une douzaine d'années sur l'exploitation, il y avait 4 espèces, et aujourd'hui il y en a une douzaine. Donc ça fait, voilà, c'est un levier, entre autres, pour répartir les risques, agronomiques tout au long de l'année, climatiques en fonction des dates de récolte, et puis effectivement des débouchés. Bon, ça comporte des risques, parce que parfois vous faites une culture que vous n'arrivez pas à vendre, parce qu'en fait c'est facile de faire du blé, du maïs, du colza, parce que vous arriverez toujours à le vendre. Mais quand vous tombez dans des espèces qui s'intègrent bien dans la rotation et qui peuvent être intéressantes aussi pour le sarrasin par exemple, je crois que c'est mellifère. Bon, le sarrasin, on est même plusieurs collègues en avoir fait il y a 2-3 ans, et là j'en ai encore sous le hangar et je ne sais pas quoi en faire. J'ai du sarrasin bio et c'est invendable. Donc ça comporte des risques en fait, voilà, c'est ça. Donc là c'est un vrai levier pour pallier ça, mais voilà, il y a des risques. Il y a le fait de multiplier les espèces sur l'exploitation, ce qui est important à imaginer aussi, c'est que ça augmente fortement la charge mentale aussi, il faut en avoir conscience.
Si vous multipliez, nous on a multiplié par 3 le nombre d'espèces, vous multipliez par 3 le choix des variétés, sur les dates de semis, sur à qui vous allez le vendre, sur comment vous allez le conserver, etc. etc. Ça fait partie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est peut-être aussi une de mes inquiétudes sur la charge mentale des agriculteurs, qui est à mon avis de plus en plus importante, mais vraiment. Et d'où l'intérêt. Alors moi je dis ça alors que je suis en association, on est 3, et je pense que c'est un levier, on en reviendra peut-être un peu tout à l'heure. Contrairement à certaines idées reçues, parce que tout à l'heure j'ai annoncé effectivement qu'on avait 420 hectares, quand j'annonce ça d'habitude on me dit « Oh, c'est une grosse ferme, etc. » Et qui dit déjà 420 hectares, si vous divisez par 3, parce qu'on a 3 familles derrière, donc vous voyez tout de suite que ça représente une surface raisonnable. Et moi ce qui m'embête, c'est que c'est souvent associé à grosses exploitations, intensifs, etc. Et ce qui n'est vraiment pas forcément le cas. Mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Un des leviers aussi sur l'exploitation, je pense que c'est important de le dire, il y a une douzaine d'années, on a créé donc un stockage. Honnêtement, j'étais pas là, mais c'est mes 2 associés, j'étais pas encore sur l'exploitation. Ils ont investi dans un stockage, donc des silos, un boisseau, un pont bascule, donc qui permettent de stocker la récolte et de pouvoir vendre plus ou moins en direct, donc de s'affranchir un peu des intermédiaires, des coopératives ou autres. C'est intéressant sur les débouchés, sur les prix de vente, parce qu'on est maître de notre prix. Donc ça, c'est un levier important pour justement pallier la volatilité des prix et pour pallier aussi les débouchés. Sincèrement, je pense que... Alors c'est un gros investissement, c'est un très gros investissement, et je pense que la ferme, il y a 12 ans, avait la capacité d'investir. Je pense qu'aujourd'hui, elle ne l'aurait pas. Et ça, c'est effectivement un autre sujet. C'est que vraiment, c'est un investissement il y a 12 ans de l'ordre de 500 000 €. Je pense qu'aujourd'hui, le même investissement coûterait 700 000. Ça serait inimaginable vu la rentabilité de la ferme actuelle. Merci beaucoup. On voit déjà qu'il y a un bon nombre de préoccupations que vous partagez, même si vous avez des activités très différentes, comme vous l'avez souligné. On aura l'occasion de revenir sur les freins à levier, les attentes un petit peu plus en détail sur la deuxième partie. Je propose à toi, Julien, de reprendre le micro pour présenter donc, les freins et les leviers. Il faut que j'aille plus vite. Alors accrochez-vous, on va décoller. Alors ce qui est intéressant, c'est que de la table ronde, vous allez voir, il y a pas mal de choses dans la suite de l'enquête qui ressortent au niveau des freins, des leviers, des attentes. Alors donc on a vu qu'on avait un consensus, une envie d'agir et des attentes claires, et du coup, où est le problème? Alors on avance sur les freins et les leviers. Alors le premier verrou, le premier frein qui était nommé verrou financier, et on en a parlé, on a entendu pas mal la notion d'économique, eh bien, pour 81% des agriculteurs, c'est un frein majeur pour l'adoption de nouvelles pratiques. Donc en fait, c'est illustré de cette manière-là avec des petites bandelettes bleues. Tout ce qui est les bandelettes bleues, c'est les répondants ayant cité au moins un frein financier. Alors, pour adopter ça, c'est des pratiques qui deviennent trop coûteuses ou pas assez valorisées. Donc problème de débouché, Samuel en parlait. Pratiques trop coûteuses, en tout cas pour l'expérimentation. On expérimente quelque chose et puis ça coûte beaucoup d'argent et ça ne fonctionne pas forcément. Un risque financier trop important, donc on voit que là, il y a plus de 50% des répondants qui expriment cela. Une concurrence avec des productions non soumises aux mêmes contraintes. La volatilité des coûts de la matière première, donc qui fait écho à l'actualité internationale, et l'absence de débouchés également, qu'on vient d'entendre. Mais également, ce qui ressort des freins, c'est la lourdeur administrative pour 46%, et deux paramètres qui sont un peu liés, c'est le manque de temps et le manque de main-d'œuvre disponible. Alors en fait, quand vous faites de l'expérimentation, on comprend facilement, moi c'est ce que j'essaye de faire, et dès que je mets en place quelque chose, il me faut du temps pour me former, m'informer, aller faire de recherche, etc. Mais pour ceci, il faut que j'ai quelqu'un, entre autres, pour qu'il fasse mon boulot courant sur la ferme.
Et du coup, là, ça s'exprime de manière très importante. Et puis aussi, pour 22% des agriculteurs, eh ben, le frein, c'est qu'ils manquent de connaissances et de compétences pour évoluer. Alors, un témoignage, étouffé par les dettes, je travaille pour rembourser, et donc difficile d'être innovant et de prendre des risques. Alors, qui dit verrou financier, dit conditions financières. Et là, ce qui ressort, c'est que 87% des agriculteurs posent une condition financière pour s'engager ou accélérer leur transition. Alors là, même principe, hein, sur la méthodo, des petits blancs d'aide bleus, hein, c'est un pourcentage de répondants ayant cité au moins une condition financière. Alors, à travers, par exemple, des rémunérations pour services environnementaux, 53% des agriculteurs posent cette condition, une politique sécurisant des débouchés et des prix rentables pour l'exploitation, pour 51%, une meilleure répartition de la valeur, des mécanismes financiers pour accompagner la prise de risque liée au changement de pratique, hein, donc ça c'est tout ce qui est expérimental, la contractualisation pluriannuelle avec des prix garantis, un système de prix garanti. Tout à l'heure, je fais un tout petit écho hein, à l'émergence de la PAC à la sortie de la guerre, avec des objectifs, il y avait des prix garantis en vue d'aller vers une politique. Et donc, selon les agriculteurs, c'est une condition qui pose et ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais aussi une incitation fiscale en transmission pour des fermes engagées dans des démarches durables. Et encore un élément financier, un meilleur service assurantiel contre les aléas climatiques et environnementaux. Mais ce qui ressort aussi des conditions, c'est d'avoir de la formation et l'accompagnement technique. On fera un petit focus là-dessus. Et des créations de filières adaptées dans la région. Alors, un témoignage qui est très important, très intéressant, pardon. 80% du pas en avant fait par les agriculteurs sera par une incitation financière. J'ai des convictions, mais elles ne me feraient pas vivre. Une autre, le vrai problème, c'est le niveau de vie des agriculteurs. Dans n'importe quelle production agricole, on vend à perte, et c'est une exception française, puisque c'est interdit pour les autres activités. Et ce qui ressort aussi, et là c'est très important dans ces résultats-là, c'est que si 87% des agriculteurs imposent une condition financière et globalement une condition financière pour s'engager dans la transition, seulement 7% eux ne souhaitent pas bouger les lignes, ce qui est un pourcentage très faible. Alors en ce qui concerne les politiques publiques, la question qui était posée aux agriculteurs, c'est dans quelle mesure les actions ci-dessous vous paraissent pertinentes pour accélérer la transition environnementale de l'agriculture française. Et là, on retrouve encore des larges majorités, avec deux qui sont en tête. L'une qui est de protéger les agriculteurs des effets de la concurrence internationale, pour 88%. Et, très important, on en entendait parler lors de la première réaction d'un agriculteur, lors de la première conférence sur le rapport, clarifier les objectifs nationaux pour le secteur agricole français pour 86%. Un cap clair. Mais également renforcer l'orientation des aides financières de la PAC, soutenir l'ensemble de la chaîne de valeur amont et aval au changement de pratique agricole, hein, donc il faut organiser la filière dans sa globalité et en amont et en aval. Et également un petit coup de loupe, parce que ça c'est très important, c'est permettre aux acteurs des territoires d'adapter la réglementation nationale et européenne aux spécificités locales. Alors en gros, ce que les agriculteurs ils souhaitent, c'est qu'il y ait un cap clair à l'échelle globale, mais qui puisse se décliner avec souplesse à des spécificités locales. Pour 60% d'entre eux, également un dispositif pour faciliter l'accès au foncier, et enfin un travail sur la déspécialisation des régions. Alors un exemple pour faire écho à la clarification des objectifs, un témoignage agriculteur, le changement climatique contrarie les plans qu'on ne cesse de faire et refaire. Les décisions ou les non-décisions politiques sont pires encore que le changement climatique. Parfaitement clair. Alors maintenant, en termes de soutien et d'accompagnement, alors là, la question était posée aux agriculteurs, quel soutien attendez-vous de ces acteurs pour vous aider dans la transition environnementale de votre ferme? Alors ce qu'on observe dans un premier temps, c'est que les agriculteurs ont des attentes qui sont dirigées envers tous les acteurs du monde agricole et de la société civile, en partant du plus haut, du ministère,
pour terminer aux associations, en passant par les entreprises agroalimentaires, le champ de l'agriculture, les chambres d'agriculture et le consommateur également. Alors, il y a une classification qui a été faite en forte attente, attente variable et faible attente. Alors, en ce qui concerne la forte attente, c'est surtout à l'échelle globale, mais pas que, hein, mais comment dirais-je, c'est une attente envers comment dirais-je, l'ensemble du monde public, on va dire. Aussi bien plus haut à travers le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, mais également l'ensemble des collectivités à toutes les échelles, la région, les départements, etc. Également les filières professionnelles et interprofessionnelles, et on fera un petit focus sur les groupements d'agriculteurs. Il y a une forte attente sur les groupements d'agriculteurs, et donc qui fait écho au collectif au sens large. Dans les attentes variables, mais juste derrière les fortes attentes, il y a vous, les consommateurs, aussi bien dans le choix du prix lorsque vous achetez, que même dans une démarche citoyenne qui consisterait à appuyer ces agriculteurs. Attentes variables également de l'Union européenne, les chambres d'agriculture ou encore le ministère de la Transition écologique. Et des plus faibles attentes, plutôt sur les filières, on va dire aval, hein, coopératives, conseillers agricoles, et les syndicats également sur les faibles attentes. Alors là, un petit focus sur le collectif. On en parlait tout à l'heure, hein, c'est Anne-Sophie, c'est ça qui en parlait. Il n'y a plus le nom évidemment. Et donc ça, cette synthèse de travaux, là, elle a été faite c'était pas une question ouverte, hein, donc ça m'a été précisé. Hein, c'est une synthèse de chiffres, hein, mais également qui répondait à une question ouverte. Et voici ce qui en ressort. Donc déjà, 48% des répondants déclarent être membres d'une association ou d'un collectif ou autre groupement. Et on rappelle que 62% attendent du soutien des groupements d'agriculteurs. Alors le collectif, hein, c'est pas nouveau, hein, c'est une force, que l'union fait la force. Ça permet plusieurs choses. Le retour d'expérience de terrain d'agriculteurs, qui sont un gage de crédibilité, hein, c'est-à-dire que quelqu'un a essayé, ça fonctionne, on peut le diffuser, c'est ce qu'on appelle dans le jargon agricole les réunions de bout de champ. Ça permet d'avancer mieux et plus vite. Par exemple, un témoignage d'agriculteur, à plusieurs on s'éclaire collectivement, on avance plus vite que quand on est tout seul dans le nez, dans le guidon, et puis c'est plus entraînant, c'est plus encourageant. Et quand on dit encourageant, ça encourage la prise de risque, en levant le jugement des pairs et l'isolement. Ça c'est quelque chose de très important, dont l'agriculture a plutôt tendance à souffrir. Et puis il y a certains agriculteurs qui expérimentent beaucoup et qui ont, à travers le collectif, une appétence à diffuser leurs connaissances, à les partager. Le collectif aussi donne accès à des compétences agronomiques et entrepreneuriales, c'est-à-dire dans un collectif, ce sera plus facile de prendre un risque que l'on ne ferait pas forcément tout seul. Et puis il permet de le répartir justement ces risques à travers un système de mutualisation. Alors, d'autres attentes des agriculteurs, là plutôt un focus sur la recherche et la formation. Donc les agriculteurs, en termes de recherche, attendent d'être soutenus financièrement et juridiquement à ce niveau-là, au niveau de la recherche, et également ont une attente d'encourager le statut de paysan-chercheur. Alors là, je parle un tout petit peu, selon moi, si vous me le permettez, je fais une petite parenthèse et c'est moi qui parle, c'est ma perception des choses. Si vous vous souvenez bien de la carte, en plus qui est affichée, là on buvait un coup tout à l'heure, sur l'agriculture française avec l'ensemble de ces la diversificité, je vais y arriver, je perds du temps, des cultures et de l'ensemble des conditions pédoclimatiques, mais qui peuvent se décliner finalement presque à l'échelle d'une ferme, puisqu'en fait, d'une parcelle à l'autre, on n'a pas les mêmes conditions pédoclimatiques. Et en plus, avec des agriculteurs qui, on va dire, sont amenés à... Alors, comme le disait tout à l'heure, hein, ça a toujours été que l'agriculture doit s'adapter, mais encore plus vite et de manière plus efficace. Et en fait, on est de fait, me semble-t-il, des paysans-chercheurs par définition, point final. On est des paysans-chercheurs. Mais si on peut être encouragé dans ce sens-là et appuyé, peut-être même reconnu, eh ben, c'est une attente en tout cas qui ressort.
Les fermes expérimentales adaptées au terroir sont aussi plébiscitées. En ce qui concerne la formation et l'accompagnement, il y a une attente concernant la réforme des formations agricoles, qui sont peut-être sur un schéma trop ancien ou plus d'actualité. Faciliter l'accès à la formation, des formations adaptées à chaque stade de la transition et un accompagnement technique pour limiter les pertes de rendement, avec les conséquences que vous avez compris tout à l'heure. Donc un accompagnement technique pour que ça aille plus vite dans l'efficience des itinéraires techniques pour les agriculteurs. Et puis après, il y a tout un tas de services à étendre, comme les diagnostics, les services administratifs clés en main, ça c'est une demande forte, et des diagnostics financiers et écologiques. Par exemple, un témoignage, beaucoup d'agriculteurs ne gèrent pas bien leurs finances, ils s'en mettent à leur comptable pour la gestion et paniquent en fin d'année. Alors là, là encore, hein, c'est sorti dans la table ronde tout à l'heure, et on en parlera un petit peu peut-être. Je m'arrête un petit instant, elle est plutôt sombre finalement, ce résultat-là, c'est que 87% des agriculteurs se sentent mal représentés dans le débat public. 87%, c'est quand même énorme. Et sur plusieurs points, hein, ils regrettent le manque de visibilité de la diversité des agriculteurs. Ils regrettent que les syndicats majoritaires prennent une place trop prépondérante dans les débats. Et puis également, hein, tout à l'heure je l'ai entendu, une image trop négative de la profession relayée dans les médias. En fait, on parle souvent de ce qui ne va pas, mais il y a aussi des choses qui sont intéressantes et qui vont bien. Et là, je crois que c'est toi qui en as parlé, je sais plus le prénom, c'est Franck, désolé, une déconnexion avec la population urbaine et les consommateurs plus généralement. Voilà, c'est ressorti tout à l'heure. Une méconnaissance de la complexité du métier et des enjeux agricoles, on en a parlé tout à l'heure, et le manque de cohésion entre les ministères. Un petit témoignage, je ne me sens pas représenté, c'est tellement différent d'un agriculteur à un autre, j'ai l'impression que seuls les grands céréaliers sont bien représentés. Et avant de terminer, sur la considération, un petit focus cette fois par genre. De nouveau comme tout à l'heure, la considération selon les genres, avec ce que l'on peut observer, que les femmes sont bien moins représentées que les hommes dans les fonctionnements de gouvernance. Et donc, elles sont encore moins considérées. Et de la même manière pour les jeunes sont plutôt moins présents dans les fonctions de gouvernance et de fait également moins considérés. Donc c'est encore plus accru selon ces deux genres, les femmes et les jeunes. Et enfin, pour terminer, j'espère que j'ai été assez rapide et que je ne vous ai pas perdu. Alors la question avait été posée aux agriculteurs pour faire écho aux 3 scénarios proposés par le rapport agriculture du rapport du Shift, à savoir l'autonomie agricole et alimentaire nationale, la contribution à la sécurité alimentaire mondiale ou la contribution à l'indépendance énergétique nationale. Les résultats qui ressortent sont assez clairs. 88% des agriculteurs pensent que l'agriculture devrait aller vers l'autonomie agricole et alimentaire nationale, à l'instar de la contribution à l'indépendance énergétique nationale qui recueille que 33%. Et on termine par un petit témoignage d'un agriculteur. Il faut adopter une gestion de bon père de famille. D'abord, on nourrit les siens, et s'il en reste, on nourrit les autres. Je vous remercie. Merci Julien. Donc, on voit qu'au-delà des freins et des leviers que vous nous avez évoqués, cette enquête met aussi en avant des attentes fortes des agriculteurs vis-à-vis des politiques publiques et puis des acteurs du monde agricole. Donc on voit certaines mesures qui font vraiment consensus, comme la nécessité de protéger les agriculteurs de la concurrence internationale et également de clarifier les objectifs pour l'agriculture française. Donc je vais donc vous poser la question suivante. Quelles évolutions attendez-vous du cadre politique et des acteurs du monde agricole pour faciliter et accélérer cette transition? On a, on va dire 10-15 minutes quoi.
pour laisser la parole, laisser le passe aux questions après. Je me lance. Je rebondis, je prends tout de suite la parole pour rebondir sur le statut d'agriculteur-chercheur. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme idée parce que dans la précédente conférence table ronde, il y a un agriculteur, Jocelyn, là, qui disait « Moi, j'ai mes 5 hectares de mon exploitation sur lesquels je fais de la recherche. » Il dit « C'est chouette, lui, il a la possibilité de mettre 5 hectares. » En fait, c'est clair qu'il faut avoir en tête que normalement, toute entreprise, industrielle ou pas, ou autre, a un budget de recherche et développement. Et qui souvent, alors moi auparavant, il se trouve que c'est une reconversion, j'étais dans une boîte où effectivement il y avait un budget de recherche et développement, il y avait à peu près un truc sur deux qui marchait pas, quoi. Et donc où l'entreprise investissait à fond perdu, comme on dit. C'est pas le cas en agriculture parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Nos revenus sont tellement tendus, sont tellement serrés, la valeur ajoutée générée sur une exploitation est tellement faible qu'on n'a pas ces moyens-là. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Si c'est pas nous qui le faisons, parce qu'on a quand même une force incroyable en France autour des agriculteurs, c'est l'humain. Moi je crois fondamentalement l'humain. On a plein d'idées, on a effectivement, alors, moi je fais partie d'un groupe d'agriculteurs, et alors déjà au sein des agriculteurs, on n'appelle pas ça les bouts de champ, on appelle ça les tours de plaine, mais c'est la même chose. Donc déjà on partage beaucoup entre nous, on partage nos réussites, on partage aussi nos bêtises, ce qui est intéressant. Et puis, mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement on pourrait encore échanger avec d'autres personnes que nos voisins agriculteurs. Ça c'est vrai, je pense qu'il y a une connaissance incroyable et que déjà ça c'est sous-utilisé, donc je pense que là on peut fortement améliorer les choses. Et pour revenir justement pour capitaliser sur toutes ces idées, toutes ces recherches, encore une fois, sur les instituts dont j'ai parlé tout à l'heure, je pense que là, les politiques, ils doivent nous aider. Ils doivent vraiment nous aider, nous accompagner sur la transition économique, en tout cas sur la partie économique de la transition, pardon. Donc là où vraiment, c'est risqué d'arrêter le labour sur une exploitation, c'est risqué. Parce que d'un seul coup, vous pouvez perdre la totalité d'une récolte, etc. Et si on perd le revenu d'une année, on met 10 ans à s'en remettre. Donc c'est un sujet, il y en a plein d'autres comme ça, où là, vraiment, les politiques pourraient nous aider économiquement sur ces éléments de transition, ces éléments de recherche. Ça, c'est à une condition qu'il n'y ait pas de dogmatisme. Parce que pour moi, le plus grand frein, c'est le dogmatisme chez nos politiques ou chez nos décideurs qui, la plupart du temps, orientent des sujets ou nous orientent sur nos exploitations. Tu parlais de stockage de l'eau. Le stockage de l'eau, c'est le symbole pour moi du dogmatisme où certainement qu'il y a des endroits où il y a des structures de stockage d'eau qui sont aberrantes, mais il y a d'autres endroits où elles peuvent être complètement intégrées dans le paysage, elles peuvent servir à toute une communauté, elles peuvent être très très utiles, et on sait, vu la répartition des précipitations en ce moment, et on sait que ça c'est un vrai aspect du changement climatique, où il faut qu'on soit en capacité de récupérer cette eau qui coule, qui pleut de façon aberrante, et je suis persuadé qu'on peut trouver un terrain d'entente entre les pêcheurs, les écologistes les plus avertis, nous agriculteurs, la société. Et je me rends compte la plupart du temps que souvent le frein, c'est le dogmatisme. Et ça vraiment, il faudrait vraiment essayer de lutter contre ça. Question difficile par rapport à la politique. C'est un sujet très vaste, mais je pense déjà que nous, on a donné des exemples par rapport à... nous, on s'est regroupés, comme tu dis, entre voisins pour essayer de trouver des solutions, et je pense que c'est ça qui va faire bouger les choses. Parce que c'est ça... De toute façon, le politique va aller là où ça marche, je pense. C'est que si il voit que tiens, il y a des unités de méthanisation qui marchent, qui sont vertueuses. On a un projet de traiter notre CO2 qui repart dans l'atmosphère pour le liquéfier et le redistribuer à des usines
de badois ou de paro pour faire alimentaire, quoi, du CO2 alimentaire. Donc tout ça c'est vertueux. Et je pense que si on arrive à être cohérent entre tous, on arrivera à quelque chose de bien, quoi. Au niveau du politique, moi je trouve quand même que oui, au niveau, il faut qu'on se batte pour des revenus, pour des prix de vente en fait qui soient cohérents avec ce qu'on fait. Là, on s'aperçoit que ces dernières années, notre prix du lait de bovin, je parle conventionnel, augmente et est de plus en plus correct. Je ne dis pas qu'il est super bien, mais il est correct. Et bien on voit quand même qu'on arrive à une souplesse qui est beaucoup plus agréable. On arrive à retrouver personnellement plus de passion dans ce qu'on fait, parce qu'on était arrivé, je pense, à un niveau où on se dit bah, on y va pour on turbine et la passion est mise de côté. Et c'est quand même dommage. Donc il y avait ça. Donc politiquement, qu'on soit soutenu au niveau de nos prix, c'est-à-dire, je ne sais pas par quel biais, mais quelle indexation, on pourrait trouver par rapport à la fluctuation du prix mondial, je ne sais pas. La solution, je ne l'ai pas. Mais, ou peut-être plus en circuit court, je ne sais pas. Mais que nos politiques nous soutiennent plus par rapport à ça. Et peut-être moins dans des aides PAC ou des aides qui sont moins en corrélation avec ce qu'on fait sur le terrain. Voilà, voilà ce que j'ai dit. Je ne sais pas si... Moi, j'aimerais qu'on nous aide aussi, ouais. Qu'on nous aide à aller vers le haut et pas vers le bas, en fait. Parce qu'on aime notre métier. C'est un métier passion. Et comme tu disais, moi, c'est pareil. Le jour où, finalement, je serais trop tirée vers le bas, j'arrêterais. Hein. Je préfère aller faire un SMIC ailleurs, avec moins de charge mentale, moins de stress. Et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes générations ont bien compris ça aussi. Encore plus, je pense. Donc c'est vrai que... Et puis jouer le collectif, quoi. Jouer le collectif. L'individuel, c'est peut-être un peu fini, quoi. Jouons un peu tous ensemble. Quand on va lever une problématique, chercher à résoudre un problème sur un fourrage, par exemple. Ah ben ce fourrage, ok, en finale, il va être pour une bête, mais avant, derrière, il va bénéficier pour qui, pourquoi, se poser toutes ces questions, en fait, du collectif et pas de l'individuel, quoi. Ouais. Ouais, et puis qu'on nous tire vers le haut et qu'on ne nous enfonce pas la tête dans le sol, même si on adore le sol, la terre. Mais voilà, que vraiment en tirer quelque chose. J'aurais beaucoup trop de casse, je ferais peut-être marche arrière, quoi. Voilà, donc il faut aussi avoir un équilibre financier et puis voir aussi de la lumière en haut de l'escalier. Parce que comme on disait, on est résilient, on se réinvente chaque année, mais on arrive à s'essouffler aussi. Parce qu'on change tous les ans, la nature est différente. Tous les ans, on innove pour s'en sortir, on essaie de rebondir. Mais il y a des moments où on s'essouffle un petit peu, quoi. Donc, ouais, de l'aide. Alors, moi, j'ai peu d'espoir en l'aide des politiques sur l'agriculture aujourd'hui. Je suis peut-être un peu négative. Pour moi, les politiques aujourd'hui, quand ils parlent d'agriculture, j'ai l'impression de voir un noyau de gens qui débattent de choses qui sont tellement loin de la réalité que je ne me sens pas du tout concernée. En revanche, j'ai beaucoup d'espoir au pouvoir qu'ont les consommateurs et les citoyens. Je pense qu'on a beaucoup plus de pouvoir dans notre façon de consommer, dans le choix des produits qu'on achète plutôt que dans le bulletin de vote. Et ça, c'est encore très personnel. Et pour revenir sur le collectif, c'est une vraie force dans le monde agricole. Quand on est agriculteur, on est très seul. Moi, le seul regret que j'ai dans toute cette expérience de la TETU, c'est de l'avoir fait seul, parce que je trouve que c'est trop difficile. Heureusement, je peux m'appuyer sur des collectifs d'appellation, donc c'est très riche d'enseignements.
Et juste pour terminer, pour clôturer, enfin pas clôturer, mais terminer, moi je crois beaucoup en un modèle qui est un modèle de ferme partagée qu'on voit se développer de plus en plus aujourd'hui, notamment chez les jeunes. Donc c'est des fermes collectives, souvent sur des modèles coopératifs où en fait il y a plusieurs personnes qui s'installent en même temps, soit chacun sur son atelier, soit sur des ateliers partagés. Moi j'y crois beaucoup parce que je pense que c'est un retour à la paysannerie. La paysannerie, en fait, c'était le paysan, il avait un petit bout de vigne, il avait un peu d'arbeau, il avait du maraîchage, il avait 2-3 bêtes. Et il y avait plusieurs choses intéressantes dans ce système. Donc déjà, la préservation de la biodiversité, l'autosuffisance alimentaire pour lui, ce qui est quand même pas rien. L'année où la vigne grêlait, il vendait un cochon. Enfin voilà, il avait toujours un moyen de s'en sortir. Et je pense que la monoculture... on est arrivé un petit peu au bout de ce système quand même. Donc voilà, les fermes partagées, j'y crois beaucoup. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Donc effectivement, vu que le temps passe très vite et qu'il est déjà 20h46 et qu'on n'a pas envie de prendre toute votre soirée, même si peut-être qu'on en aurait un peu envie, je vous propose qu'on passe à un temps de questions. Si vous avez des questions, levez la main, Elie vous passera le micro. Bonsoir, merci beaucoup, c'est extrêmement riche vos témoignages et le rapport. Je sens que je vais avoir besoin de le digérer plusieurs fois. Et dans un contexte post-élection agricole, contexte politique, c'est vraiment quelque chose... On aurait bien aimé qu'il soit arrivé un petit peu plus tôt, mais vous avez fait un travail fantastique. Et qui, on espère, sera utile pour la suite. En effet, je suis porteur de projet. Je passais la journée à une formation mûrir son projet agricole avec d'autres porteurs et porteuses de projets. On était 6 projets collectifs, donc ça résonne beaucoup avec ce que vous racontez. J'ai l'impression que dans les attentes, à la fois dans les constats et dans les attentes qui sont présentées, on a la notion de prix garanti. Alors certes, de s'extraire d'une forme de capitalisme qui est absolument toxique pour l'agriculture et pour beaucoup d'autres choses, et ça rejoint une autre forme de lutte, si on veut, qui est aussi une certaine forme de précarisation d'une autre partie de la société qui, en fait, n'a pas accès à des produits de qualité. Et je vois une intersection, et je serais assez curieux d'avoir vos avis là-dessus, c'est l'initiative de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est-à-dire au même titre que nous avons en France un système social pour la santé qui, avec tous ses défauts, a néanmoins un grand succès de permettre une santé accessible à beaucoup de monde. Il y a des initiatives similaires pour l'alimentaire, il y a des expérimentations dans plein de territoires, il y a un collectif dédié qui le porte. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive jusqu'à vos oreilles? Est-ce que vous avez des témoignages éventuels de collègues qui auraient participé à des expérimentations de rentrer dans ce genre de caisse? Est-ce que vous en pensez en général? Merci. Des réactions? Moi, je peux juste dire que je connais parce que je m'intéresse à tous ces sujets, mais faisant du vin, je ne suis pas directement complètement concernée. Voilà. Mais je trouve que ça devrait être indispensable aujourd'hui. Ouais, j'en ai entendu parler. Je ne suis pas rentrée dans le sujet pour l'instant, parce que j'en suis pas trop favorable dans un premier temps. Parce que je ne connais pas toute l'idée au complet. Et je suis plutôt pour que les gens soient acteurs de leur consommation et pas... Alors j'étais dans l'industrie pharmaceutique, avant d'être... j'étais préparatrice en pharmacie notamment, avec le changement de la carte vitale par exemple, où les gens achetaient leurs médicaments et où les gens n'achetaient plus leurs médicaments. La consommation a été complètement différente. Et les gens ne sont plus acteurs, ils ne réfléchissent plus sur leur consommation. Et moi, je suis pour que les gens réfléchissent sur leur consommation. Pourquoi ils vont faire tel ou tel choix, tel ou tel achat. Parce que moi, ma priorité, c'est de bien manger. C'est pas forcément de prendre un avion et de partir en voyage. Alors j'exaprole, hein, j'amplifie le truc, mais voilà. Moi, je trouve que si on parle comme ça d'une carte où on va aller gratuitement pour X ou Y raison d'un certain seuil qui va être estimé pour acheter,
Oui, mais est-ce que la personne d'elle-même, elle en voit l'importance peut-être de consommer comme ça au départ? C'est pas forcément dit. On voit très bien que des gens qui sont hospitalisés pour X ou Y problèmes alimentaires, ils auraient les moyens de se nourrir autrement, mais ils font des choix de se nourrir d'une autre façon. Donc après, il y a une éducation aussi derrière. Alors je sais pas. Pour l'instant, personnellement, je suis pas en tant qu'individu. Voilà, je suis pas. C'est pas quelque chose qui me. Je serais plutôt pour de la sensibilisation, de bien se nourrir, de la priorité de l'alimentation par rapport à d'autres achats. D'avoir la dernière basket à la mode, peut-être pas, mais bien te nourrir, pourquoi pas, quoi. Voilà les impacts qui seront derrière ton alimentation. C'est plus ma vision des choses. Voilà. Moi, je fais juste écho à ce que tu viens de dire, juste une statistique. Quand vous achetez 100 € un panier alimentaire, vous la connaissez cette statistique, il y a 7 € qui va au producteur. Donc déjà là, ils sont où les 93 € autres? Est-ce qu'il n'y a pas un peu à bosser là-dessus? Voilà. Donc ce que je veux dire, je m'explique rapidement, ça veut dire que l'accès à l'alimentation de qualité, si par exemple de 7 €, on passerait à 15 € qui partiraient à l'agriculture, aux agriculteurs pour financer par exemple un travail d'évolution de pratique sur tout ce qu'on a dit, et derrière une qualité de produit, sans qu'il y ait de changement, juste compresser la marge des 93 € et augmenter celle de producteur, ça ne changerait rien pour le consommateur. Il accéderait à un produit de qualité. Je ne sais pas si j'étais clair. J'ai pris. Je me permets de donner un autre exemple sur ce partage de la valeur, parce qu'on n'en a pas reparlé. Sur le partage de la valeur, donc il y a une étude l'année dernière qui a été faite, dont j'ai participé, qui a été mise en place par le cluster bio et les chambres d'agriculture régionale, sur la répartition de la valeur du blé jusqu'à une baguette bio. Elle est publique, je crois, cette enquête-là, si vous cherchez un peu. Une baguette bio qui était vendue à 1,40 €. Donc on fait toute la répartition de valeur. Je donne un exemple pour vous rendre compte, c'est un petit peu ce que tu veux dire là. Dans cette étude-là, le blé était acheté à l'agriculteur 272 €. En blé bio, la tonne, pardon, 272 € la tonne, excusez-moi. Ça ne nous permet pas, c'est en dessous de notre coût de production. Donc c'est la réalité de 2023. Et que vous dites à votre boulanger, mais tu sais, c'est pas la peine d'acheter du papier pour envelopper la baguette, je peux le mettre dans mon sac. Si ces 2 centimes-là, on le répartit, donc ça veut dire que le boulanger va acheter un petit peu plus cher la farine et le meunier va acheter un petit peu plus cher le blé, nous, ça nous permet de vendre le blé 100 € la tonne de plus, et là, on est sur notre seuil de rentabilité. Vous avez retenu le petit papier? Ça nous permet d'avoir une rentabilité sur notre exploitation. Juste pour revenir, alors pareil, je connais pas bien le sujet, mais je rebondis vraiment sur être acteur. Moi, j'ajouterais, je voudrais plutôt financer des cours de cuisine, peut-être, plutôt qu'une sécurité sociale. Non, en tout cas, d'être acteur de sa consommation, pour moi, et tu disais, je fais confiance aux consommateurs. J'espère qu'on va retourner là-dessus. Juste un point, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, enfin, ça dépend, si on met en place ces aides, ça dépend quel objectif ça va avoir. La plupart du temps, quand on ajoute des aides, ça baisse le prix aux agriculteurs. Il ne faut pas oublier qu'on touche des aides de la PAC, vous le savez, on est souvent décrié pour ça. Ces aides de la PAC, c'est une façon d'abaisser le prix des produits alimentaires. Qu'on soit bien clair, hein. Sur nos exploitations, si on n'a pas les aides, nos revenus sont négatifs. Qu'on soit clair, presque toutes les exploitations. Donc s'il n'y a pas ces aides-là, le prix soit il n'y a plus du tout d'agriculteurs, mais c'est une réalité, soit les prix augmentent fortement. Donc voilà, donc c'était juste, ça ne répond pas à votre question, pardon, mais c'est des éléments de réflexion. Merci. On va prendre une autre question. Le micro est là-bas, c'est ça? Hop, ça. Il y a un petit bouton rouge en dessous, il faut appuyer dessus un petit moment. Ah, en tout cas, je vois... Ça doit marcher. Alors, Bonjour.
François Hérivier, éleveur, producteur de viande bovine dans le département de la Loire. Plus qu'une question ou des questions, ce sera plutôt des remarques complémentaires à ce qui a été dit ce soir. Déjà par rapport à la dernière remarque, les agriculteurs, on est diversifiés dans nos façons de voir les choses. Moi, l'idée de la paysannerie me déplaît fortement. Ça renvoie à l'image de ma grand-mère qui a passé sa vie à s'éreinter dans une terre en cultivant 1,5 hectare de pommes de terre et en vendant 10 nichés de porcelets par an pour faire vivre sa famille. Et ça l'a apporté, le résultat de cette paysannerie, c'est qu'elle est décédée à 70 ans avec pas un sou en poche. Donc moi, l'image de la paysannerie, c'est pas vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Bon, ça c'est une vision différente, mais après tout, chacun peut avoir des visions différentes. Sur les éléments, je trouve qu'il y a quelque chose qui est important à dire, c'est que si changement il doit y avoir dans nos métiers de demain, rien ne se fera si la question du revenu n'est pas au centre des débats. C'est-à-dire que pour faire avancer un âne, vous avez soit la carotte, soit le bâton. Moi, je suis plutôt un adepte de la carotte que du bâton. C'est-à-dire que si demain on ne gagne pas notre vie correctement, on ne fera aucun changement. Et moi, cette question-là, pour moi, elle est fondamentale, elle est centrale. Des évolutions, moi je veux bien en faire dans mon système, à condition que mon revenu en tire profit et soit mieux valorisé demain. S'il n'y a pas d'évolution très financière par rapport à ce que je fais demain, honnêtement, ça ne me fait pas envie d'avancer, y compris sur des problématiques que celles que vous avez, dont on a balayé les éléments ce soir. Deuxième remarque par rapport à quelque chose qui me surprend, c'est dans la première partie du diaporama, il y a un chiffre qui fait ressortir que les agriculteurs ont peur du manque d'eau. Moi, j'ai pas peur du manque d'eau, j'ai peur du manque de stockage d'eau, et ça a été un petit peu abordé tout à l'heure. L'eau, elle tombe. Je veux dire, on serait mal placé en 2024 pour dire qu'on a manqué d'eau. Par contre, on a vu tous les uns et les autres, des millions et des millions de mètres cubes, soit partir à l'océan Atlantique, soit partir à la Méditerranée. Et là, on se dit, on est quand même dans un monde de fada, parce que ces millions de mètres cubes, on les voit passer. Et dès qu'il y a un projet de retenue collinaire ou de lac ou de bassine, il y a forcément une grenouille ou un crapaud ou une libellule qui font défaut, qui prennent plus d'importance que ça au stockage de l'eau. Donc là, il y a quand même un vrai chantier à ouvrir. Moi, j'ai pas peur de l'eau, j'ai peur au manque de stockage d'eau dans ce pays. Et puis il y a quelque chose avoir des groupes de réflexion sur ce qui serait mieux demain pour nous tous, c'est très bien. Par contre, j'ai peur que ça amène des solutions pour notre pays, pour notre agriculture de décroissance. Et moi, la décroissance, personnellement, dans ma profession, dans ma filière, elle me fait un peu peur. L'élevage en France, en 2016-2017, on avait 8 millions de vaches, 4 millions de vaches laitières, 4 millions de vaches allaitantes. Depuis 2017, on a perdu 1 million de vaches allaitantes, et les éleveurs qui vont avec. À l'échelle de 2030, on va encore perdre allègrement 500 000 ou 600 000 vaches. Vous rajoutez à ça des aléas sanitaires qui font qu'on a 200 000 naissances en moins par an. Et bien, tout ça, c'est aussi une richesse, une économie qui disparaît. Et forcément, s'il y a moins de production de viande bovine en France, on aura recours à une importation plus importante de pays extérieurs, où là, les normes de ces pays sont sans commune mesure avec ce qu'on produit en France. Donc, moi, je veux bien vivre et bien produire et faire des produits de qualité. Si c'est pour demain, quand j'irai à la Marfa ou à l'hôpital ou à la maison de retraite manger une escalope qui vient du Brésil, c'est pas vraiment le modèle qui me fait rêver. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit vigilant aussi à produire demain. Je suis désolé, on n'a pas vraiment le temps. Peut-être qu'on pourrait passer à une autre question. C'est très intéressant vos réflexions. Est-ce que vous avez peut-être une question? C'est très intéressant, mais c'est vrai que là, il est déjà 21h. Ça serait peut-être bien d'avoir une petite question en plus. Élie, je donne juste la parole à Julien pour qu'il donne un chiffre. En tout cas, merci parce que ça permet de compléter, aussi donner un autre point de vue. Donc ça, c'est intéressant. Une réaction du coup de la part de Julien. J'essaie d'être très rapide. Donc le rapport agriculture du Shift Project, lui, il est dans un cadre précis, c'est de rentrer dans la stratégie nationale bas carbone, dans ce qui est préconisé à horizon 2050. Et en ce qui concerne l'élevage, qui ressort, c'est que pour travailler donc, sur les émissions de méthane, la préconisation du rapport est de diminuer le cheptel de 1% par an. Donc uniquement l'angle de vue là, parce que vous avez fait écho à l'évolution des consommateurs d'un autre côté, donc ça ce sera traité dans le rapport alimentaire qui sera à venir. Mais un chiffre intéressant à retenir, c'est que vous avez dit qu'il y avait une perte de cheptel, et c'est vrai, il y a un rythme de diminution du cheptel en France de 2,6% par an.
Or, la préconisation qui sort du rapport pour rentrer dans la stratégie nationale bas carbone est de 1%. En gros, on peut le lire autrement, c'est il faudrait ralentir en fait cette perte de cheptel qui est due à d'autres problématiques, quoi. Voilà, c'était un chiffre que je voulais partager. Merci. On va prendre une dernière question. Allez-y. Oui, bonsoir. Nathalie Chalandon, on est agriculteur en Ardèche avec mon mari en bovin viande et arboriculture et viticulture. Moi, je voulais vous remercier pour ce qu'on a entendu cet après-midi. Alors, je ne suis pas une habituée des tables rondes et de toutes ces choses-là. Je suis plutôt aux côtés des jeunes habituellement, dans une autre profession, mais aussi salariée à temps partiel sur la ferme. J'apprécie ce que j'ai entendu cet après-midi parce que je trouve qu'il y a un ton qui est assez juste pour que l'information elle passe. On va arriver bientôt au bout de notre carrière. On se rend compte qu'effectivement, par rapport à nos grands-parents, ça a évolué énormément. Nous-mêmes, on a évolué assez vite finalement. Malgré tout, on a deux enfants en formation agricole. On ne sait pas ce que deviendra notre ferme. Et moi, je me suis quand même assez angoissée. Alors, j'ai vu que les femmes étaient plus angoissées que les hommes dans l'enquête, donc ça doit être normal. Mais je suis quand même angoissée parce que je trouve que le défi, il est immense. Et qu'on a, nous, l'impression qu'on est allé vite dans les changements, mais j'ai l'impression qu'eux, ils vont devoir aller encore plus vite que nous. Et là où je trouve que le ton il est intéressant aujourd'hui, vous l'avez dit très bien en débutant tout à l'heure le compte-rendu de l'enquête, c'est que en côtoyant les agriculteurs au quotidien, je sais que très vite ils peuvent se braquer, se sentir agressés. Et je me dis qu'il y a tellement de choses qui seraient importantes à transmettre auprès des jeunes et auprès de nos collègues, parce que je les entends discuter au repas d'ensilage ou à d'autres moments, et il y a besoin que ça aille vite sur les ouvertures d'esprit, sur regarder comment on avance les uns avec les autres, sortir de nos isolements, parce qu'en faisant de la vente directe, on est aussi devenus concurrents plutôt que collaborateurs, alors qu'on l'était. Je trouve que nos CUMA sont en moins bonne santé qu'il y a quelques années. Et du coup, je réfléchis beaucoup à comment, au terme de cette journée, on pourrait faire passer autant de messages et qu'ils soient intégrés, intériorisés, sans que les gens se sentent remis en cause, parce qu'ils ont fait quand même beaucoup d'efforts, on a beaucoup évolué, on est déjà au pied du mur. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est que voilà, je suis femme d'agriculteur depuis 25 ans. J'étais la seule dans ma classe, ou quasiment en formation agricole. Tous les matins, je suis sur la ferme assez tôt avant de partir au boulot à l'extérieur. Et très régulièrement, j'entends encore, quand je suis en botte et en salopette, derrière les charolaises, et qu'on me dit « tu ne travailles pas aujourd'hui ». Voilà, donc je crois qu'il y a encore des mentalités à faire évoluer. Et par contre, j'étais très contente d'être avec vous cet après-midi. Merci à vous.